court halètement du bandit pour le rappeler à la réalité féroce de la minute présente. « Où vas-tu » demande-t-il, hébété. « Eh ben quoi? Tu ne m'invites pas à dîner, probable? Et puis madame d'Aumont peut rentrer. Je ne puis pas rester ici. Faut se trotter. Mais t'occupe plus de moi. Tu as assez fait, Pallas. T'as tout payé d'un coup. Et ça, mon vieux, je te le rendrai. Mais avant qu'il soit longtemps. Si tu n'étais pas si loin, j'embrasserais le bout de tes ripatons. J'ai connu des poteaux, mais toi, tu es digne de mon cœur. Et tu sais, le cœur de Chéri Bibi, c'est quelque chose dont on ne se doute pas. » Ce disant, il continuait de se traîner sur les coudes, et peu à peu il gagnait du côté du balcon. « On ne viendra plus par là ce soir, écoute les flics. Ils sortent de la volière, la villa. Ils en ont assez vu par ici, moi aussi. Tu vas me descendre sur la pelouse, et ce vieux cachalot de Silvio aura tôt retrouvé sa piaule. T'en fais pas. » Pallas ne le quitta point. Il avait retrouvé toute sa lucidité d'esprit en entendant à nouveau la voix de Françoise, qui appelait les domestiques dans le jardin et leur ordonnait de fermer les portes avec soin. Lui aussi était dans la nécessité de disparaître à nouveau, de sortir de la villa pour y revenir le plus normalement possible. Tous deux purent profiter de ce que, sur l'initiative de Françoise, qui avait fait rentrer tout le personnel, les jardins étaient redevenus déserts pour s'y glisser et gagner la grève. De là, ils atteignirent la cabane sans autre aventure, et Pallas donna les premiers soins à Chéri Bibi. « Mon vieux, soupira le bandit, t'as des mains femmes, et tu me dorlotes comme une poupée. J'en ai l'âme en pleurs. Mais tout de même, j'ai le cuir déchiré et je connais quelqu'un qui n'a pas son pareil pour ces blessures-là. C'est le docteur Yo-Yo. » Pallas retourna à Nice et rentra à la villa avec Noto. Le soir même, le docteur Ross veillait Chéri Bibi. Quand M. d'Aumont se présenta à la villa Thalassa, les domestiques lui apprirent, en quelques mots, l'événement de la soirée. Effrayée par l'irruption de la police, Madame d'Aumont s'était couchée. Elle reposait maintenant. Après quelques minutes où, dans la solitude du cabinet de toilette, il avait fait disparaître les dernières traces d'un labeur de forçat, Pallas s'en fut entr'ouvrir la porte de la chambre de Françoise. Celle-ci dormait d'un sommeil si profond que le malheureux remercia le ciel et referma la porte. À la vérité, dans ce sombre acharnement du mauvais sort à la poursuivre, il y avait des éclaircies, un soudain retour heureux des événements qui le sortaient de l'abîme au moment où il croyait en toucher le fond. Cette femme qui reposait si paisiblement derrière cette porte lui redonna un peu de calme. Il avait cru qu'il allait falloir mentir encore, inventer des choses tout de suite, expliquer son retard et montrer un visage de comédie. Déjà par un effort suprême, le dernier d'une journée bien remplie, il s'était préparé à cela. Ce n'était pas seulement de ses effets qu'il avait fait la toilette, mais de son regard, mais de son sourire. Et voilà qu'elle dormait. Quand il se retrouva seul chez lui, il eut une détente farouche. Il tomba dans un fauteuil en riant d'un rire sourd et stupide, qui l'arrêta net, du reste, car il lui faisait peur et cela touchait à la folie. Événement formidable. Pallas était tranquille, jusqu'au lendemain matin. Alors il s'endormit comme une bête. Il ne rêva même pas du bagne. Chapitre 2. Descente au fond de l'abîme. Chéri Bibi lui aussi passa une nuit excellente, grâce à de certains médicaments primaires dont Yo-Yo avait le secret. Et il fit, lui, des rêves admirables. Il rêvait qu'il avait débarrassé à jamais Pallas des 3 bandits qui formaient le seul obstacle à son bonheur. Quand il se réveilla, il était encore plein de cette idée charmante, et il tâcha pendant quelques instants à se rappeler par quel coup heureux et terrible il était parvenu à un aussi enviable résultat. La mémoire qu'il avait de son rêve lui faisait défaut sur ce point capital, et il ne s'en montra point autrement chagriné, car il ne manquait point de confiance en son imagination à l'état de veille, dès qu'il s'agissait de débarrasser la société de quelque mauvais garçon. Il venait de décider, à part lui, de conférer de ses